me donne procuration. Monsieur Jean Puginier, Monsieur Quinto Alain qui a donné procuration à Madame Angélique Sorly, Madame Marie-France Rofidal, Madame Angélique Sorly, Monsieur Jean-Louis Bensiguera et Monsieur Guy Valzac. Le quorum étant atteint, nous pouvons commencer donc le conseil municipal. Je vous propose comme secrétaire de ce conseil municipal Monsieur Jean Puginier. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. S'il vous plaît, monsieur le maire, je voudrais prendre la parole parce qu'on a un amendement à déposer, donc l'amendement numéro 1 pour le point 22, qui concerne les parcelles AA 433, AA 150, AA 159, AA 160, AA 161, AA 163, AA 164 et AA 165, au lieu dit la Tour Nord, Camille de Saint-Jaume-Belcrest, nous proposons de faire un lotissement communal. En effet, il y a un manque de terrain constructible sur Cléra. Un lotissement communal permettra d'offrir la possibilité aux primo-accédants cléranais de construire sur la commune à un prix modéré. Le lotissement communal s'intégrera dans un plan d'ensemble en parfaite concertation avec les projets des aménageurs privés sur les parcelles voisines dans la zone UC. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal a l'obligation d'examiner tout amendement concernant un projet de délibération inscrit à l'ordre du jour. Le non-respect à cette règle entache la délibération d'illégalité. Le président de séance ne peut refuser de mettre l'amendement en discussion et de le soumettre au vote, avant qu'il ne soit procédé au vote de l'ensemble de la délibération. Après discussion, l'amendement peut être adopté, rejeté ou renvoyé en commission. Dans ce dernier cas, l'adoption de la délibération à laquelle il est lié doit également être reportée. Je vous remercie. Écoutez, je vous remercie. Monsieur Barbet, je vous ai pas coupé parce que vous étiez parti dans une telle lancée. Apparemment, vous êtes précipité pour annoncer ça. Mais si vous m'aviez laissé finir ma phrase, je vous aurais dit que le point numéro 18 et le point numéro 2, le point numéro 22 étaient reportés. Voilà, donc sachez qu'il est reporté parce que, je vais parler entre autres puisque vous avez parlé essentiellement du point numéro 22, pour la simple et bonne raison que c'est que mardi après-midi, nous avons eu rendez-vous avec Laetitia, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est au niveau de, c'est Laetitia Environnement, et donc il s'avère que sur le terrain, ils ont découvert de la prospérine. Voilà, c'est tout comme moi. Tout comme les aménageurs, parce que mardi après-midi, on avait la réunion avec les aménageurs, avec l'ensemble des aménageurs. La prospérine, je vous explique ce que c'est en fait un papillon, une espèce protégée. Donc aujourd'hui, voilà, attendez, on va recommencer quand même à chaque fois, sinon on va pas s'entendre, monsieur Barbet. Lorsque quelqu'un prend la parole, on ne lui coupe pas la parole, et lorsque quelqu'un commence à dire quelque chose, on le laisse finir, et après vous prendrez bien sûr la parole. Donc je disais simplement que le point numéro 22 ainsi que le 18 sera retiré, parce qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans la perspective de pouvoir faire ce lotissement. Donc il faut savoir que l'Adréal nous donnera une réponse au mieux pour le 3 juillet. Et donc, en fonction de cette réponse, puisqu'ils ont 35 jours pour répondre au maximum, donc on aura une réponse le 3 juillet. Et donc, on risque d'avoir ce qu'on appelle une étude d'impact, parce que je vous rappelle que sur ces terrains, on a des terrains qui ne sont pas cultivés depuis énormément longtemps. Donc, entre autres, les 3 espèces qui ont été trouvées, donc c'est le papillon, la prospérine. Donc la prospérine, en fait, pour pondre ses œufs, il a besoin en fait d'un végétaux qui est bien spécifique. Donc ces végétaux ont été identifiés sur le terrain. Donc aujourd'hui, on ne pourra même pas construire quoi que ce soit dessus. Donc aujourd'hui, peut-être que ce projet sera tout simplement annulé. On attendra la réponse de l'Adréal. D'accord? Après, on a toujours ce fameux lézard, le Psammodrome d'Édouard, celui qui nous a tant embêté pour le collège. Et comme si ça ne suffisait pas, on a aussi le lézard osselet. Et imaginons qu'on doit faire une étude d'impact. Donc une étude d'impact, je reste persuadé qu'on aura exactement comme pour le collège. Donc on aura une étude d'impact, donc 4 saisons. Donc ça veut dire que peut-être que ce projet-là, on en reparlera dans un an. Voilà. Vous voulez dire quelque chose?
Je voulais savoir du coup dans quel cadre avait été faite cette étude et comment ils avaient trouvé... Est-ce que vous pouvez parler plus fort ou plus distinctement, parce qu'aujourd'hui j'ai pas pris mes appareils auditifs et pour moi c'est compliqué. C'est peut-être parce que j'ai pas un micro qui porte et on m'a signalé cela aussi. Si le micro porte. Au niveau des retransmissions vidéo, on n'entend jamais ce que je dis. Bon, ça c'est peut-être un problème technique. Que c'est pas à cause du micro. Hein. Non, mais je peux parler plus fort aussi, je pense que vous entendrez mieux. Voilà. C'est mieux pour tout le monde. Donc, dans quel cadre a été fait cette étude, du coup, monsieur le maire, puisque l'objet de la délibération d'aujourd'hui, de la vente de ces terrains, on en a eu connaissance aujourd'hui. Vous nous annoncez qu'il y a déjà une étude qui a été faite. Donc, dans quel cadre? Par qui? Pourquoi? C'est dans le cadre, lorsqu'on fait, monsieur Barbet, lorsqu'on fait des logements en fait à cette échelle-là, je vous rappelle que là où on va construire au niveau de la tour nord, je vous remarquez que depuis 2020, nous n'avons pas fait de révision du PLU, hein, le PLU est toujours celui qui a été acté donc par l'État donc au mois de mars 2018. Et donc cette zone-là, on n'est pas en zone à urbaniser, mais urbanisable. Et donc aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, on a préconisé simplement aux aménageurs de demander à Laetitia, exactement son nom, elle s'appelle Laetitia, mais la société c'est Laetitia Rodriguez, hein, donc au niveau de l'environnement, de faire une préétude avant quoi que ce soit. Et il fallait que cette étude arrive, bien sûr, avant qu'on le passe en conseil municipal. Malheureusement, pour des raisons que je ne pourrais pas vous dire, cette étude nous a été transmise, puisqu'on a eu le rendez-vous mardi après-midi. On aurait préféré l'avoir avant, et ce point-là n'aurait même pas vu le jour. Mais comme on avait laissé espérer qu'effectivement tout allait bien, voilà, c'est pour ça que le point avait été mis. Dans l'espérance que... Voilà. Nous allons passer donc... Monsieur le maire, juste un complément d'information. Donc en fait, le dossier au cas par cas n'a pas été déposé encore, ni la loi, ni le dossier loi sur l'eau. On est d'accord, hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est en amont de ces dispositifs réglementaires. Hein? Tout à fait. D'accord. Merci. C'est en amont. Donc on a anticipé parce qu'on a eu le coup avec le collège, on a le coup aussi avec d'autres choses. Donc on a préféré en fait demander aux aménageurs de faire en fait ce qu'on appelle une préétude, pour savoir s'il y avait effectivement une identification d'entomophonistique, chercher le mot, hein, parce que c'est un peu compliqué tout ça. Donc, plutôt que de partir comme ça sur un projet, de commencer à déposer les choses avant même que ça soit fait. Donc, il faut savoir que le terrain identifié, nous sommes en plein milieu du lotissement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fonction de ce que va nous donner comme réponse l'Adréal, on risque même de devoir faire un corridor. Hein. Donc, ça va être compliqué aujourd'hui pour construire entre l'environnement, entre Lausanne, entre le nouveau PPRI, comme vous avez pu voir, ça va être maintenant très compliqué de construire. Voilà. Ah, pardon. Donc, je passe à l'approbation du procès verbal de la séance du 8 avril 2025. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Je pensais qu'on allait avoir un défilé. C'était juste une anecdote par rapport à celle qui vient de rentrer. Voilà, pour le point numéro 1, on a reçu des questions, donc je vais demander de poser vos questions. Donc on a reçu des questions de M. Barbet et Mme Joëlle Estelle-Amétois et de Mme Sorli, donc on va laisser l'autorité à M. Barbet et Mme Joëlle Estelle-Amétois, après Mme Sorli, et je vais faire une réponse commune. Merci monsieur le maire. Donc concernant la DIA 22-20-25, il s'agit de la vente d'un terrain en zone 2 AUE, non ouverte à l'urbanisation et inscrit dans le cadre d'une OAP sectorielle, opération d'aménagement et de programmation. Cette acquisition fait-elle suite à l'acquisition par la même SCI Visimo en 2024, parcelle communale AA 293. On note que la parcelle AA 293 est en zone UE du PLU, donc constructible, alors que la parcelle AA 291 est en zone 2 AUE et en OAP sectorielle du PLU. Comment le permis de construire va-t-il être instruit s'il porte sur l'unité foncière constituée de 2 parcelles cadastrales? De plus, se pose à nouveau la question du raccordement des eaux usées. Est-il prévu un raccordement au réseau créé pour le futur collège? Et également la circulation prévue en sens unique sur cette voie. Rappelons ici que les ophtalmologues souhaitant s'installer sont de secteur 2, ce qui signifie qu'ils pratiqueront des dépassements d'honoraires à la charge des patients.
ce qui est préjudiciable au KRMN, bien évidemment. Un magasin d'optique est-il prévu, sachant que le secteur en dispose suffisamment et qu'ils ont peine à être rentables? Merci. Madame Sorli. Alors, bonsoir tout le monde. À la lecture des décisions du maire, j'ai pris connaissance de l'attribution de la consultation de mise en conformité PPMS, intrusion alarme incendie pour l'école élémentaire. Pourriez-vous, ou Madame Lemouet peut-être, pourriez-vous m'en dire un peu plus, car je pensais que ça avait déjà été réalisé. Donc ça, c'est concernant les décisions du maire. Quant à la liste, dans la liste des DIA, serait-il possible d'avoir un peu plus d'informations concernant l'achat de Vissimo SCI à hauteur de 3265 mètres carrés à El Poukramat? Merci. Alors, je vais répondre à la question commune. On répondra pour l'école après, puisque la question commune, ça portait sur le DIA au niveau en fait des terrains qui ont été donc achetés par la société Vissimo. Donc à ce jour, quand même, aucun permis de construire ou d'avant-projet sommaire n'a été déposé en mairie. La commune n'a pas d'informations spécifiques à communiquer, conformément à la délibération du 30 juillet 2024 qui a été, je vous le rappelle, approuvée à l'unanimité des membres de cette assemblée. La commune a procédé il y a quelques jours à la vente directe de la parcelle AA 0293 au profit de la SCI Vissimo. Cet achat s'est fait sans aucune condition suspensive. Comme indiqué sur le procès-verbal de la séance du 30 juillet 2024, des précisions avaient été apportées en séance sur le projet d'implantation de Visis. Il avait été clairement exposé la vente du terrain à Visis. Et en ce qui concerne le raccordement au réseau, il est nécessaire de disposer d'un projet précis pour répondre à vos interrogations, ce qui n'est pas encore le cas. Bien sûr, il y aura un raccordement au réseau, évidemment. Concernant les réseaux du collège, et comme expose lors du débat d'orientation budgétaire, la SPL Pyrénées-Orientales Aménagement a été mandatée et les crédits sont prévus notamment au budget de l'eau et de l'assainissement. Le marché, bien sûr, pour le réseau du collège, a été publié et les offres des entreprises sont en cours d'analyse. À ma connaissance, il n'y a pas, donc je réponds donc là à M. Barbet et Mme Salamata, il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, de nouveaux magasins d'optique prévus, comme ça a été évoqué. Ce qui a été évoqué simplement par les acquéreurs, c'est qu'ils achètent le terrain et ils achètent bien sûr quasiment tout ce qu'il y a autour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'envie, évidemment, d'implanter dans un temps qui leur sera propre, une clinique. Alors après, qu'il soit effectivement en stade 2, c'est quand même une offre supplémentaire et c'est une belle opportunité pour Cléra, le fait que 4 ophtalmologistes viennent s'installer sur Cléra. Je rappelle quand même que les démarches qui avaient été faites par leur agent immobilier, le groupe Vissimo voulait impérativement, je dis bien impérativement, s'implanter dans la Salanque. Donc ils ont frappé à la porte de Cléra. Ils ont frappé à la porte de Saint-Hippolyte, ils ont frappé à la porte de Saint-Laurent, et ainsi de suite. Et je trouve qu'au contraire, c'est une excellente opportunité pour la part de la mairie de Cléra d'avoir saisi de cette opportunité et de pouvoir leur offrir, entre guillemets, les terrains. Je rappelle que les terrains, ils les ont achetés largement au-dessus du prix estimatif du domaine. Donc en plus, c'est une très bonne opération financière pour Cléra. Monsieur le maire, s'il vous plaît, concernant les aménagements en zone économique, il s'agit d'une compétence de notre communauté de communes. Comment travaillez-vous le dossier par rapport à ces aménagements-là? Je suis heureux que vous me posiez la question, monsieur Barbet. À chaque fois, vous avez le don de me poser de bonnes questions. Est-ce que vous savez qui a la délégation, justement, au niveau de l'économie, au niveau de la C3SM? Vous le savez? C'est moi. Vous n'êtes pas seul, monsieur le maire, mon travail. À la C3SM, vous n'êtes pas seul. Non, je ne suis pas seul. D'accord. Je ne suis pas seul. Est-ce que le dossier est travaillé par la femme? Vous savez, lorsque on avait le projet de faire l'extension de la Salanca,
J'étais pas seul non plus sur le projet. Et lorsqu'il a fallu défendre le dossier au niveau de la CDAC, je vous rappelle que ce soit le président, monsieur Jean-Jacques Lopez, et monsieur Jérôme Palman, maire de Pia, ont tous les deux voté pour. Aujourd'hui, vous ne verrez jamais un président ni un vice-président être contre un projet qui va apporter de l'économie sur le territoire et remplir les caisses de la C3SM. Enfin, jusqu'à présent, voilà. J'ai pas dit qu'ils étaient contre ou pour le projet, j'ai dit s'il y avait un dossier qui était en cours par rapport aux aménagements de la partie économique, donc sont afférentes les terrains. Alors, je vais reprendre ma question, monsieur le maire. Dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est uniquement un achat de terrain. Aujourd'hui, je l'ai dit, mais je n'ai peut-être pas été assez clair, donc je vais le redire. À ce jour, on n'a toujours pas de permis ni quoi que ce soit. Donc je ne vais pas aller frapper à la porte de quelqu'un en disant ils m'ont acheté un terrain, ils vont construire quelque chose. Le jour où on aura effectivement un dépôt de plan, hein, et je vous rappelle que lorsqu'un permis sera déposé à Cléra, c'est d'abord Cléra, la mairie de Cléra qui va l'instruire, d'accord ? Et après, ça partira donc au service instructeur. Excusez-moi, je pensais que c'était beaucoup plus avancé dans le dossier, relativement au post Facebook que vous avez publié, où vous avez noté c'est signé avec les cartes ophtalmo. Donc je pensais que le dossier était bien plus avancé que vous me le dites. J'ai signé avec l'ouverture. On a bien compris la précision, monsieur le maire, mais le poste prête à confusion par rapport à l'avancement du dossier. Comme l'ensemble doit parler dans tous les postes qui portent à confusion, monsieur Barbet. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir déjeuner ici ce soir et même dormir. Voilà, on va peut-être passer au reste. Donc, pardon ? Oui, 30 secondes. Mais Madame Sorly, c'était... On en était... Alors, on en était où, Madame Sorly, pour les PMS ? C'est ici. Si. Voilà. Donc on avait, je vais profiter en même temps, je vais répondre après à votre question, hein, mais on va le faire dans le déroulé et on va répondre par groupé. Il y avait Madame Denis qui souhaitait poser une question sur la décision. Bonsoir tout le monde. Par rapport aux décisions du maire, par rapport au projet d'extension de la STEP, pouvez-vous détailler les aménagements prévus dans le cadre de projet d'extension de la station d'épuration, s'il vous plaît? Alors, là c'est un peu plus long pour la réponse, hein. Donc les deux décisions concernent l'attribution des missions SPS, hein, je vous rappelle, c'est sécurité et protection de la santé, et de contrôle technique pour l'extension de la STEP. La mission SPS est une mission de coordination obligatoire, je dis bien obligatoire, qui permet de prévenir les risques en raison d'interventions simultanées ou successives dans le chantier. Comme son nom l'indique, la mission de contrôle technique permet un contrôle extérieur des opérations de travaux effectués. Les deux missions sont indispensables à la réalisation de l'opération. Pour mémoire, la commune de Cléra est actuellement équipée d'une station d'épuration d'une capacité en équivalent habitants, parce que je ne voudrais pas qu'on confonde le chiffre que je vais vous donner avec le nombre d'habitants, donc d'une capacité de 4750 équivalents habitants. La croissance démographique et les projets d'urbanisation prévus créeront un dépassement des capacités de traitement de la station d'épuration dans les années à venir. Je le rappelle, même si je le dis tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes toujours sur l'ancien PLU qui a été adopté et validé par l'État en mars 2018. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'aucune urbanisation supplémentaire a été ouverte depuis 2020 puisqu'on n'a pas fait de révision de PLU. Donc, je dis aussi, une étude de faisabilité a été faite en 2024 portant sur la quantification de ces futurs dépassements et les solutions permettant de garantir une épuration conforme aux exigences réglementaires. Elle s'inscrit dans la continuité du schéma directeur d'assainissement des eaux usées réalisé bien sûr par Pur Environnement en 2022. Après avoir réalisé les études des travaux d'extension de la station d'épuration de Cléra ont été prévus pour augmenter la capacité à 5800, on va dire un petit 6000 équivalents habitants. Ce qui sera largement suffisant dans la mesure où la commune ne pourra se développer au regard des contraintes réglementaires imposées par l'État, comme le ZAN ou l'application de notre futur PPRI et du PGRI. Un appel d'offres pour le marché de travaux de la STEP a été publié le 2 juin. La date de réception des offres est fixée au 18 juillet.
Des travaux sont prévus sur le poste de relevage en entrée de STEP, sur la canalisation de refoulement, sur le dégrilleur, le bassin d'aération, le filtre UV et sur le bassin d'orage, utilisé uniquement pour stocker les excédents d'eau pluviale. Pour ce bassin d'orage, une demande de subvention a été déposée auprès de l'agence de l'eau le 3 juin. Et vous allez peut-être pouvoir reposer votre question au niveau de PPMS, parce que sinon on va être en décalage, Madame Sorli. On va rester toujours sur... Si vous pouviez reposer la question comme ça. Oui, ça sera peut-être plus audible pour les Claraninques. J'ai pris connaissance de l'attribution d'une consultation de mise en conformité PPMS, intrusion, alarme incendie pour l'école élémentaire. Je pensais que c'était déjà fait, donc qu'en est-il? Je vais vous répondre. Donc, pour répondre à votre interrogation, il convient de rappeler quand même que le plan particulier de mise en sûreté, donc le PPMS, ne doit pas être confondu avec les dispositifs d'alarme, de sécurité incendie. On est sur des cas complètement différents, d'accord? Ces deux dispositifs, bien que complémentaires, bien sûr, relèvent de cadres réglementaires distincts. Désormais, les établissements scolaires et assimilés doivent intégrer 3 volets de sécurité. Le PPMS, la gestion du risque d'intrusion et de la sécurité incendie. Créé en 2002, le PPMS a pour objectif de préparer les établissements scolaires, écoles, collèges, ainsi de suite, et lycées, à faire face à des risques majeurs, qu'ils soient naturels, catastrophes climatiques ou technologiques, accidents industriels. À la suite des attentats de 2015, ce dispositif a été renforcé pour inclure les risques d'origine humaine et criminelle, notamment les intrusions malveillantes, les émeutes ou encore les actes terroristes. Ces évolutions s'inscrivent en cohérence avec les orientations du plan Vigipirate, dispositif gouvernemental permanent piloté par le Premier ministre visant à sensibiliser l'ensemble des acteurs, citoyens, collectivités, établissements recevant du public, donc les fameux ERP, à l'adoption de comportements adaptés en situation de menace terroriste. La mise en œuvre des nouvelles déclinaisons du PPMS, notamment le volet intrusion, a été réalisée en partenariat avec l'adjudant référent sûreté du groupement de gendarmerie territoriale compétent, afin de garantir une coordination optimale et surtout conforme aux exigences réglementaires en vigueur. Concernant par contre la sécurité incendie, des actions ont été menées en concertation avec le lieutenant préventionniste ainsi qu'un bureau de contrôle agréé, dans le respect des normes de sécurité incendie actuellement applicables aux établissements recevant du public. Sur ce dernier point, un échange a eu lieu en questions diverses lors du conseil municipal du 17 décembre 2024, engagé bien sûr en 2024 et janvier 2025. Nous avons procédé au remplacement des centrales et des diffuseurs dans les 2 écoles, et également le remplacement de toutes les piles en attendant une remise aux normes, bien sûr récente, complète du groupe scolaire élémentaire en conformité avec l'ensemble des dispositifs réglementaires en vigueur. Je vous rappelle aussi que là, aujourd'hui, nous sommes en train d'anticiper la toute nouvelle réglementation qui nous est imposée par l'éducation nationale, et je vous rappelle qu'en 2028, on doit être justement dans les clous et répondre intégralement par rapport aux exigences de l'éducation nationale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Isabelle, ou... Merci, oui, je peux peut-être compléter plus simplement et de façon plus concrète. Quand vous nous aviez interrogé sur les alarmes concernant l'incendie, donc je ne reviens pas sur ce que j'avais dit, enfin tout fonctionnait. Pour la sécurité de nos enfants, pour le PPMS, alors les risques naturels autant que les attentats à intrusion, de la même façon, nos enfants sont à l'abri. La seule chose, enfin pour vous dire les choses rapidement, nous modernisons. Pour vous donner des exemples, il va y avoir des signaux lumineux dans les toilettes qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. C'était une demande qu'avaient fait les parents à une époque, et puis ça correspond, comme l'a dit Monsieur le maire, aux nouvelles normes que nous anticipons. L'éducation nationale veut qu'à la rentrée 2028, les 2 PPMS soient fusionnés dans un document simplifié. Donc, pour vous donner d'autres exemples, quand il y a une intrusion, s'il devait y avoir une intrusion, c'est seulement depuis le bureau de la directrice qu'on peut déclencher l'intrusion.
Imaginons que ça vienne sur le côté de l'école ou depuis le fond de l'école. Nous modernisons parce que dorénavant, dans chaque classe, il y aura un boîtier. Chaque enseignant pourra déclencher. Donc déclencher l'intrusion, déclencher s'il est le premier à voir arriver un nuage toxique. Donc ça n'est rien qui serait là pour corriger des matériaux défaillants. C'est moderniser pour rendre les choses plus simples pour tous et anticiper de nouvelles normes aussi. Et nous travaillons conjointement avec les experts qui nous ont donné des conseils. Donc, plutôt que de faire une partie des travaux maintenant et de les faire ensuite, faisons en sorte de tout faire pour que les enfants soient en sécurité. Mais je le redis, ils le sont déjà, nous modernisons. Merci Madame Lemouet. Voilà, donc je vous propose de prendre juste un petit rappel quand même pour ceux qui connaissent comment fonctionnent les écoles. Avant, les enseignants avaient énormément de problèmes d'identifier en fait les différents sons et de savoir en fait sur quelle forme il fallait évacuer l'établissement. Je vous assure que c'était vraiment très 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 compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pour une vraie simplification et non pas une simplification gouvernementale. On va sur une vraie simplification et sur une vraie efficience en fait de l'exercice de sécurité pour nos enfants. Voilà, donc je propose au conseil municipal de prendre acte donc des décisions prises par délégation qui me sont données. Pour le point numéro 2, je vais demander à monsieur Philippe Lambrigot, donc qui est le directeur du SPIP 66, pour vous expliquer le point numéro 2, vous expliquer pourquoi en fait nous faisons cette convention en partenariat bien sûr avec le SPIP 66. Monsieur Lambrigot, c'est à vous. Alors monsieur le maire, je vous remercie ainsi que le conseil municipal de m'accueillir ce soir. Parce que je pense que c'est effectivement très important que je puisse répondre s'il y en a à toutes les questions inhérentes au travail d'intérêt général, puisque c'est le thème de ce soir. Peut-être que je vais préciser ce qu'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Nous sommes chargés du suivi de toutes les personnes qui sont placées sous main de justice, majeures, je dis bien majeures, pas les mineurs, de toutes ces personnes qui sont placées sous main de justice, qu'elles aient été condamnées ou en attente de jugement, et qu'elles soient emprisonnées ou en milieu libre, et suivies dans le cadre de mesures alternatives à l'incarcération, parmi lesquelles le bracelet électronique, la libération conditionnelle, et donc dans le cas qui nous occupe, le travail d'intérêt général. Donc le travail d'intérêt général concerne des personnes qui ont été commis des délits mineurs, je précise, donc je le dis tout de suite, personne n'est condamné à du travail d'intérêt général pour des actes de pédophilie ou des meurtres ou autres. Parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Donc non, pas de ça dans le cadre du travail d'intérêt général. On parle de gens qui ont commis des infractions routières, on parle de gens qui ont commis des dégradations de biens publics, mais en aucun cas de criminels. Voilà. Donc c'est aussi un point important à donner. Les personnes qui ont été condamnées à du travail d'intérêt général sont condamnées, selon le délit qui a été commis, à devoir exécuter un travail non rémunéré au profit de la collectivité. Ce travail se compte en heures, donc ça peut aller au minimum de 20 heures jusqu'à un maximum de 400 heures. Donc en général, les gens sont condamnés à 100, 150 heures à faire, parfois plus, c'est vrai. Ce qui est pour nous 100 heures, 150 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail d'intérêt général a un intérêt pédagogique. Il faut que la personne qui ait du sens dans la peine, et le travail d'intérêt général est là pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation ou un délit qui a été commis, la personne est là pour réparer. C'est une alternative à l'incarcération, bien sûr, puisque vous comprendrez bien qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison, surtout que ça n'aurait plus aucun sens d'emmener quelqu'un en prison au moindre délit commis. Voilà. Nous avons une équipe actuellement de 3 personnes qui s'occupent de gérer le travail d'intérêt général sur l'ensemble du département. Alors, pour vous donner une petite idée, sur le département 66, nous avons actuellement
plus de 250 personnes qui sont suivies dans le cadre du travail d'intérêt général. Nous sommes une exception. Je vais être clair, sur l'ensemble du territoire, à part un autre SPIP dont je ne cite plus la localisation, nous sommes les seuls sur ces dernières années à avoir vu le nombre de personnes ayant à faire un TIG augmenter. Pourquoi? Parce que le TIG, partout ailleurs, est en train de mourir. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est normalement assez compliqué à mettre en place, parce qu'il faut trouver des lieux de TIG, des lieux d'accueil, qu'il faut aussi une organisation dans nos services, et que c'est pas toujours évident de trouver la bonne organisation. Nous avons fait un choix très clair. Nous avons essayé de mettre les moyens donc à disposition pour gérer ça, et nous avons choisi une équipe réduite, 3 personnes plus une directrice qui est chargée de ce qu'on appelle des thématiques chez nous, des thématiques transversales. Donc au total 4 personnes qui gèrent l'ensemble des situations qu'on a géré, et nous avons en plus ce qu'on appelle un référent territorial TIG qui est chargé de tout ce qui est travail partenariat et communication par rapport au TIG. Et je crois que c'est par le biais de monsieur Belabas que vous avez été contacté. Voilà. Donc nous sommes une exception, et entre guillemets, je me plais à le dire, nous servons à l'heure actuelle d'exemple, puisqu'il y a eu quelques semaines un reportage justement sur le travail d'intérêt général, notamment aux actualités nationales. Je crois que c'était sur TF1, me semble-t-il, mais aussi sur France 2. Et partout, effectivement, tout le monde considère que c'est une bonne mesure. Mais effectivement, il faut des moyens pour la mettre en place et des partenaires. Donc nous, sur le territoire, nous avons plus d'une centaine de partenaires qui travaillent avec nous. Essentiellement des communes. La plus grosse commune étant évidemment, vous le comprendrez bien facilement, Perpignan, bien sûr, qui travaille avec nous depuis de nombreuses années. La mairie de Cléra a travaillé par le passé dans le cadre du TIG avec nous. Et puis ça s'est arrêté pendant quelques années. J'ai entendu ce que vous disiez, avec une montée de l'urbanisme ici, ce qui veut dire aussi que vous augmentez très certainement en population, j'imagine, et que donc qui dit augmentation dit forcément des gens qui vont être aussi, ça fait partie des corollaires malheureusement, suivis dans le cadre de la justice. Alors, sur Cléra, à l'heure actuelle, je précise les choses, vous n'avez pas de horde de délinquants suivis dans le cadre du travail d'intérêt général. À l'heure actuelle, nous avons 2 personnes qui sont originaires de Cléra et qui sont suivies dans le cadre du travail d'intérêt général. Donc vous voyez, ça ne représente pas des masses de personnes. Voilà, donc nous l'idée, en fait, c'est de favoriser entre guillemets la réinsertion de ces personnes, puisque notre mission à nous, c'est la prévention de la récidive. Le travail d'intérêt général est un vecteur de prévention de la récidive, puisqu'il met les personnes qui ont été condamnées en contact avec des professionnels du travail. Pour certaines personnes, c'est arrivé la première expérience au travail. Les gens parfois n'ont jamais fait de stage, ou très peu, ou même peu d'expérience professionnelle. Donc parfois, elles se retrouvent avec des professionnels qui peuvent leur donner des conseils, qui les encadrent, et qui peuvent effectivement ensuite les orienter, pourquoi pas, vers des emplois pérennes. Voilà. Je ne dis pas que le TIG, toutes les personnes qui ont été condamnées à du TIG ont été ensuite embauchées par les municipalités ou les diverses associations et structures où elles ont travaillé. Mais ça arrive. Voilà. Donc pour nous, il s'agit, en tout cas, on tient absolument à développer cette mesure. Voilà, donc je suis là pour répondre à toutes les questions que vous auriez par rapport à ça, parce que évidemment, nous sommes très intéressés à travailler avec la mairie de Cléra, sachant évidemment qu'il y a énormément de garde-fous. C'est-à-dire que lorsque nous travaillons avec un partenaire, le partenaire avec lequel nous travaillons n'est pas obligé de recevoir les personnes qui ont été condamnées à du travail d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on présente la personne toujours,
on explique la situation. On ne donnera par contre jamais, je le dis tout de suite, on ne donnera jamais les raisons de la condamnation, évidemment, puisqu'on ne peut pas, on est sous secret professionnel. Si la personne souhaite en parler, libre à elle, mais l'information ne viendra pas, en aucun cas ne viendra de nous. Voilà. Donc, si il y a des problèmes sur le lieu d'accueil, comportement inadapté, manque d'assiduité, pas de motivation, etc., ce n'est absolument pas au lieu d'accueil de gérer la situation. Il faut tout de suite prévenir notre service, notamment les conseillers qui s'occupent de la situation, et c'est eux qui gèrent. En aucun cas, le service, le lieu d'accueil ne sera mis en avant. Jamais. C'est une règle d'or à respecter. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je voudrais pas... Madame Denis qui avait posé une question. Madame Sorli, pardon. Je vous remercie pour toutes ces explications. Mais c'est vrai que je tiens à dire que je suis particulièrement sensible à tout ce qui touche à la réinsertion et notamment au fait de donner une seconde chance à des personnes qui se sont à un moment donné perdues. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est à Cléra qui va s'occuper clairement de l'encadrement de ces personnes-là. Pour Cléra, évidemment, je vais répondre. Hein. Pour la partie administrative, ça sera bien sûr notre DGS qui va évidemment chapeauter ce poste. Et sur le terrain, ça sera notre DST, donc Monsieur Michel Bonnefille, qui, dans son parcours professionnel, a déjà eu, en fait, on va dire, il a eu le bonheur déjà de pouvoir travailler, de pouvoir faire travailler des tiges, et donc il a une grande expérience par rapport à ça. Après, je vais redire aussi ce que vient de dire Monsieur le directeur, Monsieur Lambrigot. À l'époque, moi où j'étais à Savigny-sur-Orge, je peux vous dire qu'on avait aussi des travaux d'intérêt généraux, et ça n'a jamais posé de problème. Si, en fait, le jeune ne s'adapte pas par rapport aux horaires, ne s'adapte pas par rapport à la tâche demandée, ne s'adapte pas par rapport aux administrés, sur un simple coup de fil, à l'époque c'était comme ça, je suppose que c'était toujours comme ça, sur un simple coup de fil, je peux vous dire qu'automatiquement la prévention revenait et le jeune en fait repartait. Donc ce qui fait que c'était pas du tout un risque d'anxiété, c'était véritablement au contraire un apport supplémentaire et d'aider en fait ces jeunes il y en a certains qui peuvent être entre guillemets sauvés, et on a eu de très 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 bons résultats. Ce qui est important, c'est un encadrement sur le terrain solide, et je pense que Monsieur Michel Bonnefille a toutes les caractéristiques pour remplir au mieux cette tâche. Si je peux... Si... Ça sera, oui. Oui, et les postes seront pour les espaces verts. Alors, excusez-moi. Non, la mairie n'est en rien responsable de dégâts qui seraient occasionnés par la personne. Tous les dégâts qui seraient éventuellement occasionnés par quelqu'un qui est placé en tige sont pris en charge par notre service, donc par l'État, puisque nous sommes un service d'État. Hein, nous ne sommes pas une association, nous sommes bien un service déconcentré du ministère de la Justice qui appartient, tout notre service appartient à l'administration pénitentiaire. Donc nous sommes rattachés au ministère de la Justice, et donc s'il y avait des dégâts, ils sont pris en charge par l'administration. Sachant que je suis arrivé dans l'administration pénitentiaire et donc dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation au siècle dernier. C'est comme ça, le temps passe vite. En plus de 30 ans de travail dans cette administration et dans le cadre du TIGE, je n'ai jamais eu affaire à un phénomène de violence ou de dégradation. Et j'ai vu passer des centaines et des centaines de personnes en travail d'intérêt général. Pourquoi ? Parce que généralement, si le travail d'intérêt général ne marche pas, c'est parce que la personne ne se présente pas, c'est parce qu'elle ne respecte pas les horaires, et ça s'arrête là, en général. Et si elle a un comportement inadapté, ou qu'elle fait des réflexions, ce qu'on demande, c'est que ça s'arrête tout de suite,
mais il faut qu'on soit prévenu en temps réel. Voilà. Donc des dégâts, franchement, j'en ai jamais eu. Si ce n'est peut-être un manche de pioche dégradé, une pelle, voilà, ce genre de choses, mais dans le cadre du travail, pas par un acte de malveillance. Voilà. Et je rappelle aussi quand même, c'est pas un détail, c'est important ce qu'on va dire ce soir. Hein. Et je vous rappelle c'est pour ça qu'on conventionne en fait ce process. Et on le conventionne, on est sur une durée de 3 ans. Hein, et moi je vous le dis, et je reprends un petit peu vos propos, monsieur le directeur. Nous effectivement, les cas où, parce qu'il y a eu quelques cas où ça s'est mal passé à Savigny-sur-Ange, je peux vous dire, alors nous on était avec Fleury-Mérogis, hein, on était... et je peux vous dire, c'était toujours parce que le jeune n'arrivait pas à se lever ou parce que voilà, il traînait des pieds, mais jamais sur un comportement agressif ou violent. Ça a toujours été des problèmes voilà, sans doute qu'on avait des soucis de montre ou de ponctualité. C'était surtout ça. Monsieur le maire, s'il vous plaît, j'ai demandé l'échelle d'âge. Pardon. Parlez fort. Je demandais l'échelle d'âge des personnes qui étaient assujetties à ce régime. Alors, comme je le disais, on s'occupe uniquement des majeurs. Donc, les personnes qui sont condamnées, contrairement à un cliché bien établi, c'est pas forcément que des jeunes. Hein. On est sur une tranche d'âge qui va de 18 ans, comme pour les jeux, jusqu'à 77 ans. Voilà, hein, voire au-delà parfois. Alors évidemment, après, les magistrats ne vont pas condamner une personne qui a, on va dire, plus de 65 ans à du travail d'intérêt général. Hein, quoique, ça arrive parfois, ça nous est déjà arrivé. Voilà. Après, nous sommes obligés aussi de respecter la législation du travail. Aussi, hein, puisque nous n'avons pas que des oisifs, hein, entre guillemets, qui sont condamnés du travail d'intérêt général, nous avons des gens qui travaillent déjà, qui ont déjà une activité professionnelle, etc. Donc c'est assez variable. Maintenant, si je dois donner une échelle d'âge, on est sur plutôt du 30 ans, 35 ans, voilà. C'est une moyenne. Sur le nombre de jeunes que vous placez dans le département... Alors, je viens de dire est-ce que vous... pas de jeunes. Ah, oui, voilà. de personnes que vous placez dans le département. Est-ce que vous pouvez nous donner une statistique de justement d'échecs, que pour quelque raison que ce soit, ils ne sont pas présentés, ou ça s'est mal passé, ou Oui, je peux vous donner une statistique. La statistique, elle est très simple. Sur 5 personnes condamnées, on fait en général exécuter 85%, entre 80 et 85% du travail d'intérêt général. Et on a 15% à 20% de pertes. C'est pas vraiment des pertes, c'est que les gens étaient pas prêts, ou que effectivement l'orientation n'était pas la bonne. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours, encore une fois, comme le disait monsieur le maire, toujours suite à effectivement des gens qui se présentent pas. Même en amont, hein, d'ailleurs, parce qu'évidemment, avant qu'on place des personnes chez un partenaire ou qu'on oriente vers un partenaire, les gens sont reçus dans notre service, ils sont convoqués et on évalue à ce moment-là leur situation et aussi leur état d'esprit. Ce qui nous permet ensuite, évidemment, de choisir au mieux, enfin en tout cas on essaye, de choisir au mieux le partenaire qui sera le plus adapté. Hein, parce que parfois, effectivement, nous sommes conscients que des services municipaux peuvent accueillir des personnes qui sont en fragilité, mais il y a parfois quelques fragilités qui nous amènent à dire non, on ne va pas mettre la personne dans telle ou telle structure parce qu'ils ne sont pas adaptés. Voilà. Donc on essaye de faire mieux. Mais par contre, ce qui est important, c'est la communication, toujours. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix ici d'avoir une équipe réduite pour que les structures d'accueil puissent nous joindre facilement en identifiant qui était effectivement en charge du suivi. Excusez-moi, je vais peut-être vous faire répéter. Sur Cléra, il est prévu de mettre combien de personnes ? Une centaine. Non, minimum. Non, je vous disais qu'actuellement sur la commune de Cléra,
sur la commune de Cléra, nous avons actuellement 2 personnes qui sont suivies dans le cadre d'un travail d'intérêt général. Voilà. Non, je dis des personnes qui ont été condamnées à du travail d'intérêt général, pas qui sont placées chez vous. Qui pourraient éventuellement être placées si effectivement le poste est habilité, etc. Mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc de toute façon, au maximum par rapport à une commune telle que Cléra, parce qu'après il y a des communes équivalentes à Cléra qui prennent aussi les gens des communes alentours. Mais grosso modo, on est sur pas plus de 10 personnes par an. Voilà, pas plus de 10 personnes par an. Pourquoi? Parce que le nombre de places d'accueil, forcément, on ne va pas vous demander d'accueillir 10 personnes. Vous ne serez pas en capacité de les encadrer. Donc, ça ne servira à rien. Nous, ce qu'on demande, quand on place quelqu'un en travail d'intérêt général, on demande que la personne soit intégrée dans une équipe. Ce qui veut dire qu'elle soit pas toute seule et qu'elle soit encadrée. Ça, on y tient. Voilà, elle fait partie du collectif de travail. Voilà. Donc forcément, si on veut que ce soit de qualité, on ne va pas placer plusieurs personnes en même temps. Donc ce qui veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la moyenne est à 120, 130 heures à accomplir, quelqu'un qui a 120 ou 130 heures, voire 140, jusqu'à 150, on va dire, c'est quasiment 3 semaines de travail, voire 1 mois de travail à temps plein à effectuer, sur une base de 35 heures. Donc quand il y a un poste, c'est un poste qui est occupé pendant au moins 1 mois. Donc on va pas pouvoir placer plus de 10 personnes par an, en moyenne. Donc le chiffre sera plutôt d'ailleurs vers 5 que 10. Voilà. Écoutez, monsieur le directeur, je vous remercie. Je crois que ça a été clair pour tout le monde. Toutes les questions ont été posées. Donc je propose donc au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat annexée à la présente délibération avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Orientales, 51 avenue Jean Giraudoux, donc à Perpignan, et la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Pyrénées-Orientales. Donc, et de m'autoriser à signer la présente convention de partenariat annexée et de me charger à l'exécution de la présente délibération qui pourra signer tous les actes ou documents nécessaires. Donc, procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, s'abstient Madame Denis, Madame Sorly, Monsieur Noguet, Monsieur Barbet et Madame Estella Métois. Parfait. Non, mais moi c'est parfait. Bon, écoutez, donc le projet est adopté. Je vous remercie. Monsieur le directeur, écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je me permets, avant de partir, de vous laisser notre rapport d'activité 2024, ce qui permettra, si certains veulent le consulter aussi, d'avoir plusieurs renseignements sur notre service, parce que notre activité ne s'arrête pas au travail d'intérêt général. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci bien. Bonne continuation. Merci. Donc nous allons passer au point numéro 3, qui est la convention donc, de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux publics sur la voie de l'avenue de la Salanque. Donc je vous rappelle que la compétence de d'éclairage public, cette compétence est exclusivement de la C3SM, de la communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée. Et après plusieurs échanges avec la communauté de communes, il a été convenu que les travaux d'électricité de l'avenue de la Salanque puissent faire l'objet d'une délégation de maîtrise d'ouvrage. Donc il appartient au mandataire donc la mairie de Cléra, de respecter l'enveloppe budgétaire estimée à 63 468 € TTC sans dépasser l'enveloppe de 78 000 €. Qui a été voté au budget, bien sûr, de l'exercice 2025 de la communauté de communes. La mission du mandataire débutera dès la notification de la convention de mandat pour une durée de 18 mois. Le mandataire assurera la gestion administrative et financière des marchés publics conclus.
Je vais donc proposer au conseil municipal, bien sûr, d'approuver le principe de délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune de Cléra pour la maîtrise d'œuvre et les travaux de l'opération de création d'éclairage public de l'avenue de la Salanque et d'approuver la convention de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'éclairage public sur la voirie de l'avenue de la Salanque à Cléra, tel qu'annexé, et de m'autoriser bien sûr à signer la dite convention de mandat annexée et tout acte utile en la matière. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 4, l'attribution du marché de travaux pour l'aménagement de l'avenue de la Salanque. Donc nous avons des questions de Monsieur Barbet, de Madame Joëlle Estelle Amétois et de Madame Denis. Donc on va vous demander de poser les questions. On va commencer par Monsieur Barbet, après Madame Denis, et je vais répondre d'une façon commune. Merci monsieur le maire. Donc j'ai dû changer de micro parce qu'on nous a signalé que mon micro n'était pas audible de par les vidéos, par l'éclairage. Donc je sais pas la personne qui s'occupe, c'est madame votre épouse derrière, ou je sais pas au niveau du micro. C'est pas mon épouse derrière, c'est Madame Prévost. Non mais Votre responsable de communication, monsieur Barbet. Comme elle est avec elle derrière et qu'elle est au niveau de ça, peut-être on se pose la question. Voilà, donc le dossier numéro 4. Qu'en est-il des réseaux humides? Vous avez expliqué à plusieurs reprises, monsieur le maire, qu'avant de refaire l'enrobé, il fallait refaire les réseaux. L'état des réseaux du centre-ville sont dans un état alarmant. Comment se fait-il que pour les premiers travaux de votre mandat, vous commenciez par seulement 150 mètres de voirie et sans refaire les réseaux humides? Ce tronçon était-il vraiment à refaire en priorité? De notre point de vue, la priorité aurait été donnée sur l'autre tranche. Celle-ci est optionnelle. Pourquoi ne l'engagez-vous pas en même temps? Les besoins de l'aménagement de l'avenue de la Salanque sont sur la partie optionnelle. Les dangers de circulation de piétons, les problèmes de sortie des rues adjacentes, les problèmes de stationnement sont sur la deuxième tranche et pas sur la première. Il nous aurait paru opportun de commencer par la tranche numéro 2 du projet. Comment seront financés ces travaux de la première tranche? Un prêt était prévu au budget primitif pour la totalité des deux tranches. Qu'en est-il? D'autre part, les travaux étant programmés en plein été, en période de forte affluence, comment comptez-vous gérer les flux de circulation importants sans pénaliser les commerçants et les riverains? Merci, monsieur le maire. Madame Denis, c'est à vous. Donc effectivement, moi j'étais à la commission MAPA, j'ai validé, mais en relisant un petit peu le tableau à tête reposée, je me demandais, en relisant le rapport d'analyse des offres, j'ai constaté que les deux entreprises retenues pour le lot 1 ont obtenu la même note sur la modalité d'exécution du chantier. Alors que l'offre de Eurovia semblait nettement plus complète. Quand on le regarde sur le tableau, le plan de circulation, la fiche partage, l'organisation détaillée, et en fait elles ont eu la même note. Elles ont eu une note identique, donc c'était voilà pour savoir pourquoi elles avaient une note identique alors que c'est quand même plus détaillé du côté d'Eurovia. Je vais vous répondre après, donc de façon collective, mais sinon, lorsque vous avez assisté à la commission, donc avec Monsieur Noguet et Monsieur Quintot, les réponses vous avaient été apportées puisque Monsieur Ruiz vous a donné les réponses. Mais on va les redonner, il n'y a aucun problème. Donc, comme indiqué lors des différentes réunions publiques et les réunions de quartier, le plan de travaux a été conditionné par plusieurs éléments qui nécessitent, je le rappelle, de commencer par la tranche ferme. Là aussi, vous étiez à la dernière réunion de quartier et vous aviez même posé Madame Métois la question et auquel on avait répondu. Mais pareil, on va aussi répondre. Il y a 3 raisons principales. Mais vraiment 3 raisons principales. La première, c'est le pluvial. On vous a expliqué qu'on faisait un cadre de 0,80 par 40 parce qu'il fallait accueillir cette grosse flaque d'eau qu'on a toujours au niveau de l'avenue de la Salanque. D'ailleurs, rappelez-vous, cette dame nous l'a encore précisé. Et je vous rappelle que les travaux, c'est pas 50 mètres, monsieur Barbet, mais c'est 150 mètres puisqu'on va de l'autre côté du rond-point. D'accord? On va de l'autre côté du rond-point. Donc, on se doit de surdimensionner, entre guillemets, pour des pluies donc décennales, ça aussi on vous l'a expliqué en réunion, afin d'accueillir le pluvial et de pouvoir l'évacuer. Le deuxième point, qui est quand même hyper important, c'est aussi la sécurisation des enfants. On l'a dit, mais je vais vous le redire. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, les 2 abribus, on va les appeler comme ça, sont face à face et que la réglementation interdit d'avoir 2 abribus face à face. Je vous rappelle que l'abribus qui est du côté, à droite lorsqu'on vient du rond-point,
hein, là où on a aujourd'hui cette nouvelle auto-école, on a à peine 50 cm pour que les enfants puissent se mettre. Et généralement, quand les voitures arrivent avec une vitesse bien sûr excessive, on risque de faucher les enfants. C'est pour cela qu'on commence les travaux par cet endroit-là, donc ce deuxième point, pour la sécurisation des enfants, afin de pouvoir écarter, d'ailleurs on va en reparler après sur le point 9, au niveau justement des subventions que nous allons demander à la région, hein. Non seulement les abribus et les abribus pour les scolaires seront sécurisés, ils seront aussi en mode PMR, comme ça ils seront actualisés par rapport à ça. Et juste une petite question, Monsieur Barbet, vous savez qu'on a des capteurs de circulation et que la circulation dans cette avenue de la Salanque, à l'entrée de la Salanque, nous avons l'équivalent moyenne annuelle 5000 véhicules jour. Donc nous sommes en parfaite capacité de vous dire que la circulation juillet-août est moins dense, croyez-moi, pendant les vacances, que pendant le temps, tout le reste de l'année. Deuxième point, quand on va commencer ces travaux à cette date-là, ça va aussi nous garantir qu'on n'aura plus de bus scolaires. Les bus scolaires, il faut savoir que lorsqu'on dévie un bus, c'est quand même beaucoup plus contraignant que de bouger un petit véhicule. D'accord, de bouger un véhicule, une petite voiture. Donc ça, c'est, pour moi, on l'avait dit en réunion publique et on avait dit en réunion de quartier, mais c'est pas grave, on le redit. Et comme ça, c'est bien, parce que ça permet d'être clair par rapport au Clarenac. Pourquoi on commence par là? Je vais vous parler de ces 3 points là. Le point aussi qui a été évoqué, qui a été évoqué lors des réunions publiques et des réunions de quartier, c'est qu'on a entre autres, j'ai oublié son nom, c'est Madame Sécollier, qui fait des travaux en plein milieu de la rue. Et donc, si on avait commencé sur l'intégralité, dans tous les cas, de toute façon, il fallait qu'on commence par là. Je vous rappelle pour le pluvial, je vous rappelle qu'il y a le point haut, il y a le point bas, de toute façon, il fallait commencer par là. Et ce sont les ingénieurs spécialistes et spécialisés en la matière qui nous l'ont recommandé. Je rappelle aussi donc qu'on a les travaux de Madame Sécollier. Si on avait fait sur l'intégralité, on empêchait cette dame de faire ses travaux. Franchement, c'était pas bien. Il y a un autre point aussi important qu'on avait rappelé aussi en réunion de quartier et en réunion publique, c'est qu'on a eu l'opportunité, rappelez-vous, on a eu l'opportunité de pouvoir acquérir la maison juste en face, de l'établissement La Bricotine. Vous comprenez bien que si on fait l'intégralité ou si on commence par l'autre côté, qui serait d'ailleurs techniquement complètement ubuesque, ça veut dire qu'on referait la route, on referait les trottoirs, on démolit la maison, on va abîmer la route et abîmer le trottoir. Ben non, on va faire la première tranche, comme celle qui a été conseillée dès le début des premières réunions. On en a toujours parlé qu'on commençait par ce point-là, parce que c'est là où on doit équiper et évacuer le pluvial, et c'est là où on a quasiment, entre guillemets, moins de travaux. De l'autre côté, je vous rappelle qu'on a l'intégralité des réseaux à changer. Cette première partie, cette première tranche aussi, va nous permettre aussi de pouvoir faire les réseaux secs. Je vous rappelle que ce lot-là, enfin ces travaux-là, il y a 2 lots. Hein, il y a le lot au niveau des réseaux secs et l'ensemble après des VRD. Donc, simplement en faisant ça, on va arriver dans cette avenue de la Salanque. On aura protégé, bien sûr, pour les enfants. On aura fait le dégagement pour le pluvial. On pourra faire une entrée de ville qui sera digne de ce nom. On aura cette sécurisation, parce que je vous rappelle qu'on fait un plateau aussi pour ralentir la vitesse. Donc une fois qu'on aura fait ça, effectivement, on pourra faire le reste. Et ça nous permettra bien sûr d'abattre la maison qui est en face, qui vous nous permettre encore une fois de pouvoir créer des places de parking et d'aérer d'ailleurs ce centre-village. Et d'ailleurs, quand je discute en tout cas moi avec les commerçants, ils sont heureux premièrement que les travaux se fassent. Et ils sont heureux aussi qu'on puisse de nouveau faire du parking. Et rappelez-vous le parking d'Ali qui a été dans les criers, que ça soit sur les posts Facebook ou autres, on disait qu'il n'y avait personne. Aujourd'hui, on a l'intégralité quasiment du personnel de la pharmacie ou de chez, le bar de l'Union qui vient. Et ça leur permet, eux, de se garer toute la journée. Et ça permet justement aux clients, je dis bien aux clients, d'accéder au commerce, de pouvoir se garer au plus près du commerce. Donc aujourd'hui, voilà. Donc j'espère avoir répondu par rapport aux questions. Pourquoi on faisait cette tranche-là et pas l'autre. Donc je rappelle que cette tranche-là, dans tous les cas, de toute façon, même si on avait fait l'intégralité, de l'avenue de la Salanque, nous aurions commencé par cette partie-là, qui est techniquement la plus difficile, entre guillemets, à réaliser pour faire évacuer le pluvial.
Voilà, et après, par la suite, forcément, on fera le reste, comment dire, de l'avenue de la Salanque. Ah, pardon. S'il vous plaît, je rebondis simplement, puisque effectivement j'ai assisté à la réunion publique, la dernière que vous avez tenue, qui était quand même assez difficile, parce qu'on entendait peu, vu la circulation, et je vous rejoins sur le fait qu'effectivement il y a beaucoup de circulation avenue de la Salanque. La question que j'ai posée pour être très claire, je l'ai posée à Monsieur Ruiz, qui m'a répondu. Je l'ai interpellé à propos du fait que uniquement le pluvial était refait sur ce tronçon-là, et non pas les réseaux usés. Et il m'a répondu que, en fait, les réseaux usés dégradés se trouvaient sur la partie haute. D'où notre question, puisque vous avez vendu, entre guillemets, la réflexion de cette avenue, justement, en raison de l'état dégradé des réseaux. On a posé la question à savoir pourquoi on ne commence pas par la partie haute, qui, d'après Monsieur Ruiz, est plus dégradée que la partie basse. Et le deuxième point que je suis sensible, effectivement, au fait que vous sécurisiez les arrêts de bus pour les jeunes enfants de la commune. Et je me permets de vous rappeler, par rapport à tous les habitants qui habitent avenue de la Salanque, que nous avons 2 arrêts de bus au niveau de l'ancien restaurant Le Baroque et juste en face, et que les enfants sont assis par terre sur le trottoir pour attendre le bus. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, là où je suis surpris, Madame Métois, c'est que vous posiez des questions auxquelles Monsieur Ruiz vous a répondu quand même, puisqu'il a été très clair là-dessus. On va pas remplacer ce qui n'est pas à remplacer, d'accord? Donc sur la première tranche, on ne doit remplacer uniquement que le pluvial, on va pas remplacer tout l'assainissement, alors que le schéma du directeur nous dit que cette partie-là est bonne. Regardez actuellement, nous faisons des travaux rue du Roussillon. C'est pas parce qu'on fait des travaux rue du Roussillon. Là aussi, on met un plateau pour sécuriser les enfants. On va faire un passage protégé. On va faire des trottoirs PMR. C'est pas parce qu'on fait ça qu'automatiquement on remplace les réseaux. On ne remplacera les réseaux uniquement que si à nécessité. La deuxième partie, et j'ai toujours dit ça, Madame Métois, j'ai toujours dit, et je reprends ce que vous m'avez écrit, j'ai toujours dit qu'on n'allait pas faire simplement un simple ruban pour faire joli. Avant tout, on va réfléchir à faire l'intégralité. Donc quand on fait une partie, un tronçon complet sur l'avenue de la Salanque, et que les schémas directeurs nous disent, parce que moi je gère la mairie, Madame Métois, en bon père de famille avec le budget, d'accord, je ne vais pas remplacer ce qui ne doit pas être remplacé. Donc aujourd'hui la première tranche, on l'a fait, on remplace le pluvial. Je ne vais pas faire dépenser l'argent au clair-à-lingue pour des choses qui ne sont pas utiles. Par contre, l'autre partie, Monsieur Riz vous l'a dit, on doit tout refaire. On doit tout refaire. Donc d'où l'urgence. L'urgence de cette rue-là, pourquoi aussi? Parce que c'est notre rue la plus accidentogène de Clara. D'accord? Après, sur les autres abris de bus qui sont plus loin, eh ben on verra ça une fois qu'on arrivera à cet endroit-là. D'accord? Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, pour la sécurisation, en fait, des enfants, dans les parties que vous le dites, si jamais vous avez la solution de mettre les abribus ailleurs, vous le dites. Je vous rappelle que réglementairement, au niveau, comment dire, de la région, c'est la région qui détermine les abribus. C'est pas nous. Je vous rappelle quand même la difficulté, presque 2 ans, pour avoir les nouveaux abribus, enfin, arrêt de car que nous avons aujourd'hui à l'entrée de Cléra, là où il y a eu l'aire de covoiturage. 2 ans pour avoir ce process. Et les pistes cyclables, c'est pareil, c'est 2 ans et demi pour avoir nos pistes cyclables. Donc voilà, aujourd'hui, je répète et je le redis et je le réitère, nous faisons cette première tranche-là pour des raisons pratico-pratiques, pour des raisons de budget et pour gêner aussi le minimum de circulation. Et croyez-moi, allez voir juillet-août, la fréquentation de cette avenue de Salanque, lorsque on est en période estivale, nous ne sommes pas au Barcarès, nous ne sommes pas à Argelès, nous sommes à Cléra, hein. Nous ne sommes pas une ville côtière. Là, effectivement, on aurait pu parler de trafic nettement supérieur, mais je peux vous dire que l'intérieur, avec les capteurs qu'on a placés aux entrées de ville, on peut vous dire que la fréquentation et la circulation est nettement moins dense en juillet, août. Déjà, je le répète, on n'a pas l'écart, nous n'avons pas l'écart, et nous avons moins de circulation parce que on a quasiment la moitié de la population qui est déjà partie en vacances. Nous allons donc finir ce point. Donc Ah, pardon. Alors, du coup, je me suis emballé parce que j'ai pas... Voilà. C'est vrai. Donc, j'ai dit à Madame Denis qu'on avait déjà expliqué en commission, mais je vais le redire. Enfin, comme indiqué dans le rapport d'analyse
des offres, les entreprises Eurovia et TP66 obtiennent la même note, je vous l'accorde, et on l'a dit en commission, hein, concernant le sous-critère, modalité d'exécution de chantier. Mais ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons. Des éléments remis par Eurovia ne sont pas présents pour TP66 et des éléments remis par TP66 ne sont pas présents pour Eurovia. Ainsi, l'entreprise Eurovia a bien remis un plan de circulation, des fiches par tâche et une organisation détaillée, mais comme indiqué dans le rapport que vous avez eu, il manque des fiches techniques relatives aux implantations, d'où le retrait de 2 points. Vous regardez bien le rapport, hein, c'est bien précisé. Hein. Donc je le dis, c'est pour ça qu'on a retiré forcément 2 points, puisqu'il manquait des documents. De même, l'entreprise TP66 a remis la totalité des fiches techniques en présentant une organisation détaillée, mais il manque également le plan de circulation. Voilà, je propose donc au conseil municipal d'attribuer le lot numéro 1, le terrassement, voirie, réseau humide du marché de travaux d'aménagement de l'avenue de la Salanque en procédure adaptée à la société Travaux Publics TP66. Route de Perpignan, Appia. En co-traitance avec les sociétés Spi Batignolles, Malais, donc 565 rue de l'Age à Perpignan, pour un montant relatif à la tranche ferme de 272 541 000 €, soit 327 000 050 et 4 centimes, et pour la tranche optionnelle de 545 000 592,40, soit 655 910,88 TTC. Le montant total du marché, tranche ferme et plus la tranche optionnelle, la tranche 1 et la tranche 2, s'élève à 819 000 134 000 et 10 euros, soit 982,960 000 €. Ce marché est établi pour une durée totale de 10 mois, tranche ferme 4 mois et tranche optionnelle, la deuxième tranche, hein, donc de 6 mois. D'attribuer, je suis désolé, je prends une goutte d'eau, parce que un peu plus. Pardon. D'attribuer le lot numéro 2, réseau sec du marché de travaux d'aménagement de l'avenue de la Salanque en procédure adaptée à la société Travaux Publics du Roussillon, donc route de Perpignan, Appia, pour un montant relatif à la tranche ferme de 50 039,60 €, soit 60 047,52, et pour la tranche optionnelle 56 884, soit 68 260,80 TTC. Le montant total du marché, tranche ferme, plus la deuxième tranche, s'élève à 106 923,60 € hors taxe, soit 128 308,32 € TTC. Ce marché est établi pour une durée totale de 10 mois. La tranche ferme de 4 mois et la tranche optionnelle, donc la tranche numéro 2, de 6 mois. Et de m'autoriser à signer l'ensemble des pièces du marché qui prendra enfin la délivrance d'un ordre donc, de service de démarrage ainsi que tout acte utile en la matière. Et de dire bien sûr que les crédits afférents à cette dépense sont prévus au budget principal des exercices 2025 et 2026 dans le cadre de la PCP révisée le 8 avril 2025. Nous allons donc passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 5, je vais laisser le point à monsieur Jean-Louis Vinceguera. La communauté de communes exerce au nom et pour le compte de la commune de Cléra la compétence collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets de ménage et déchets assimilés. Les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024. Il est rappelé la nécessité de réduire la production de déchets et de trier les déchets. En conséquence, il a été adopté par le Conseil communautaire des conditions générales d'utilisation des services biodéchets et assimilés comprenant les annexes suivantes. Charte d'engagement et d'utilisation d'un compostage partagé, charte de participation au compostage partagé en pied d'immeuble,
et dossier de candidature au compostage partagé en pied d'immeuble. L'ensemble de ces documents a été porté à la connaissance de l'Assemblée. Je vous laisse la parole, monsieur le maire. Merci monsieur Benzegara. Donc c'est une bonne chose et je tiens à remercier la C3SM pour nous avoir implanté ces biodéchets, ces bacs à compost. Alors c'est vrai que on a mis quasiment un an par rapport à d'autres villages de l'Aude à les avoir. Mais au départ, moi j'étais très réticent à avoir ce type de bac en plein centre-ville parce que j'étais persuadé, comme quoi, vous voyez, on peut se tromper, c'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner. J'étais persuadé qu'on allait avoir en fait des désagréments olfactifs. Et de mettre ça, imaginez, en plein centre-ville avec des odeurs nauséabondes, j'étais pas tellement pour. Donc j'ai préféré effectivement que dans certains villages, il installe. De passer, je suis allé voir régulièrement et franchement, il n'y a absolument rien. C'est pour ça que je tiens à remercier donc le président donc de la C3SM, monsieur Jean-Jacques Lopez, ainsi que ses employés, parce qu'ils viennent régulièrement pour justement remuer ces biodéchets et c'est important de faire un bon tri. Je vous rappelle que aujourd'hui, on va dire, je vais pas parler de Cléra, mais je vais parler en tout cas de notre intercommunalité. Nous sommes pas très bons élèves au niveau du tri sélectif. Et on le voit encore régulièrement au niveau de ce qu'on appelle des points d'apport volontaire, on appelle les PAV. Encore des gens aujourd'hui nous mettent des déchets et des dépôts sauvages constamment. Alors j'espère que ce que je vais dire ça va être entendu. On a déjà effectivement réussi à interpeller certaines personnes qui faisaient ces dépôts sauvages. Mais sachez qu'à partir de la semaine prochaine, j'ai demandé à la police municipale de faire des contrôles inopinés. Et toute personne, bien sûr, qui sera prise à faire des dépôts sauvages sera automatiquement verbalisée. Parce que ça commence à bien faire, que les gens ne comprennent pas qu'il faut à tout prix apporter vos autres déchets donc au niveau de la déchetterie. Je rappelle que la déchetterie, bien sûr, est gratuite. Voilà, donc je propose au conseil municipal d'approuver les termes des conditions générales d'utilisation des services biodéchets ménagers et assimilés, et notamment la charte d'engagement et d'utilisation du compostage partagé, ainsi que la charte de participation au compostage partagé en pied d'immeuble, et de m'autoriser bien sûr à signer les dits documents, et notamment la charte d'engagement et d'utilisation du compostage partagé, ainsi que la charte de participation au compostage partagé en pied d'immeuble. Qui est contre? Qui s'abstient? Bah écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Le point 6, je vais de nouveau laisser la parole donc pour l'acquisition de la parcelle à monsieur Benzegara. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de procédures de régulation foncière qui ont été engagées, l'acquisition de la parcelle cadastrée AH 0131 est envisagée. La parcelle cadastrée AH 031 d'une surface de 63 mètres carrés constitue une dépendance de la voirie qui est nécessaire d'intégrer dans le domaine public communal. Au vu de l'accord de cession à l'euro symbolique de monsieur Raphaël Alberti et madame Betty Alberti en date du 15 mai 2025, il est proposé au conseil municipal d'acquérir le bien cadastré AH 0131 dans les conditions ci-dessus évoquées, en autorisant monsieur le maire à signer l'acte et à procéder à toutes les formalités nécessaires en désignant l'office notarial SCP Maître Ribaud Estève, Jean Marty et Arnaud Diès, avenue d'Argelès, à Perpignan, pour recevoir l'acte en la forme authentique. Je vous rends la parole, monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup, monsieur Benzegara. Donc, je propose au conseil municipal d'approuver la proposition d'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée, section AH 0131, d'une surface de 63 mètres carrés, située à l'Océraire, et de l'intégrer dans le domaine public, et de dire que l'acquisition sera passée par acte authentique devant les notaires, donc SCP Ribaud, Estève, Jean Marty et Arnaud Diez, à venue d'Argelès, donc à Perpignan. Et de me charger de l'exécution de la présente délibération en signant bien sûr tous les actes et documents qui seront nécessaires. On passe au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Monsieur Benzegara, c'est encore à vous. Je continue. Dans le cadre des procédures de régularisation foncière engagées, l'acquisition de la parcelle cadastrée AP 0331 est envisagée. La parcelle cadastrée AP 0331 d'une surface de 51 mètres carrés
constitue une dépendance de la voirie qu'il est nécessaire d'intégrer dans le domaine public communal. En raison de l'accord de cession à l'euro symbolique de Madame Frédérique Louchet, en date du 23 septembre 2024, il est proposé au conseil municipal d'acquérir le bien cadastré AP 0331 dans les conditions ci-dessus évoquées, en autorisant Monsieur le maire à signer l'acte et à procéder à toutes les formalités nécessaires, en désignant l'office notarial SCP Maître Ribaud, Estève Jean-Jean Marty Arnaud Diez à Perpignan pour recevoir l'acte en la forme authentique. Je vous rends la parole, Monsieur le maire. Merci Monsieur Mensigara. Donc je vous propose donc d'approuver la proposition d'acquisition de l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AP 0331 d'une surface de 51 m² située donc si impasse des Fleurs et d'intégrer forcément dans le domaine public et de dire que les notaires que mon collègue a déjà cités tout à l'heure qui se trouvent à Perpignan chez qui nous signerons l'acte et de me charger de l'exécution de la présente délibération en signant tous les actes et documents nécessaires. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Mon cher Jean-Louis, c'est encore à toi. Je continue. Dans le cadre des procédures de régularisation foncière engagées, l'acquisition de la parcelle cadastrée AP 0332 est envisagée. La parcelle cadastrée AP 0332 d'une surface de 49 m² constitue une dépendance de la voirie qu'il est nécessaire d'intégrer dans le domaine public communal. En raison de l'accord de cession à l'euro symbolique de Monsieur Thomas Liagre et Madame Maria Vidal-Plane, en date du 17 septembre 2024, il est proposé au conseil municipal d'acquérir le bien cadastré AP 0332 dans les conditions ci-dessus évoquées, en autorisant Monsieur le maire à signer l'acte et à procéder à toutes les formalités nécessaires, en désignant l'office notarial SCP Maître Ribaud Estève Jean-Jean Marty Arnaud Diez à Perpignan pour recevoir l'acte en la forme authentique. Je vous rends la parole. Merci Monsieur Mensigara. Donc je propose au conseil municipal d'approuver la proposition d'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section AP 0332 d'une surface de 49 m², donc impasse des Fleurs, et de l'intégrer dans le domaine public. Et de dire que l'acquisition sera passée par acte authentique de chez les notaires que mon collègue a déjà cité. Donc, et de me charger de l'exécution de la présente délibération en signant tous les actes et les documents nécessaires. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 9, c'est la demande de subvention auprès de la région Occitanie, donc pour les travaux d'aménagement et de points d'arrêt, donc des quarts scolaires. Nous avons évoqué tout à l'heure pour la sécurisation des enfants. Et je vais laisser la parole à Monsieur Puginier. Merci, Monsieur le maire. Donc, les travaux d'aménagement de l'avenue de la Salanque s'inscrivent dans une démarche de sécurisation au regard du flux de circulation et du comportement relevé des usagers. Le projet d'aménagement de l'avenue de la Salanque prévoit le déplacement de 2 points d'arrêt des lignes de transport routier de voyageurs scolaires et urbains du réseau régional LIO existant pour une raison de sécurisation et de respect des normes de mise en accessibilité. La région Occitanie est susceptible d'apporter son aide financière dans le cadre du projet d'aménagement des arrêts des lignes régulières et scolaires relevant du dispositif régional d'intervention en vigueur. En conséquence, il convient de solliciter une subvention auprès du conseil régional pour atteindre un montant de subventionnement le plus élevé possible, soit 30% du montant hors taxe de la dépense subventionnable plafonnée à 15 000 € par point d'arrêt. Je laisse la parole à Monsieur le maire. Merci Monsieur Puginier. Donc vous avez bien compris que d'avoir cette manne financière de la part de la région, et on les remerciera une fois qu'on l'aura, hein, ça nous fait quand même 30 000 €. C'est pour ça que je dis ça, parce que la région a un peu plus de mal que le département à nous verser en fait l'argent. Mais ils vont le faire. C'est bien, ça fait quand même 30 000 €, 15 000 € par arrêt. Je rappelle qu'ils seront en toute sécurité et bien sûr accessibles au PMR. Donc je propose que le conseil municipal approuve à la demande de la subvention auprès de la région Occitanie pour un montant de subventionnement le plus élevé possible, soit 30% du montant hors taxe de la dépense subventionnelle plafonnée à 15 000 €
par point d'arrêt, s'engage à rembourser à la région d'Occitanie éventuel trop perçu ou la subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par la région. Et de me charger de signer tout acte utile en la matière pour l'exécution de la présente délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point 10, on va de nouveau laisser la parole à M. Vincigra qui se fait un régal de pouvoir vous exposer ses points. Merci, monsieur le maire. On recommence. Dans le cadre des procédures de régularisation foncière engagées, l'acquisition de la parcelle cadastrée AV0275 est envisagée. La parcelle cadastrée AV0275 d'une surface de 55 m² constitue une dépendance de la voirie qu'il est nécessaire d'intégrer dans le domaine public communal. En raison de l'accord de cession à l'euro symbolique de mesdames Marie-Laure et Anne Puitch en date du 15 mars 2025, il est proposé au conseil municipal d'acquérir les biens cadastrés AV0275 dans les conditions ci-dessus évoquées, en autorisant monsieur le maire à signer l'acte et à procéder à toutes les formalités nécessaires, en désignant l'office notarial SCP Maître Ribaud, Estève, Jean-Jean Marty et Arnaud Diez à Perpignan, pour recevoir l'acte en la forme authentique. Je vous rends la parole, monsieur le maire. Merci M. Vincigra. Donc je propose au conseil municipal bien sûr d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique de cette parcelle AV0275 pour une surface de 55 m² située donc impasse des Tourterelles, et de dire que l'acquisition sera passée par les notaires qui ont été nommés par mon collègue juste précédemment, et de me charger de l'exécution de la présente délibération en signant tous les actes et documents nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 11, qui est l'acquisition de la parcelle cadastrée AV0284, Camille de Saint-Père-Bache, et je vais relaisser la parole à Monsieur Vincigra. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des procédures de régularisation foncière engagées, l'acquisition de la parcelle cadastrée AV0284 est envisagée. La parcelle cadastrée AV0284, d'une surface de 386 m², constitue une dépendance de la voirie qu'il est nécessaire d'intégrer dans le domaine public communal. En raison de l'accord de cession à l'euro symbolique de mesdames Marie-Laure et Anne Puitch en date du 15 mars 2025, et de madame Simone Puitch et monsieur Jean Roch Puitch en date du 14 mars 2025, et de monsieur Jean-Jacques Puitch en date du 23 mars 2025. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir le bien cadastré AV0284 dans les conditions ci-dessus évoquées, en autorisant à monsieur le maire de signer l'acte et à procéder à toutes les formalités nécessaires, en désignant l'office notarial SCP Maître Ribaud, Estève, Jean-Jean Marty et Arnaud Diez à Perpignan pour recevoir l'acte en la forme authentique. Je vous rends. Merci Monsieur Vincigra. Donc je propose au conseil municipal d'approuver bien sûr l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AV0284 pour une surface de 386 m² située Camille Saint-Père-Bache, et de dire que l'acquisition sera passée par les notaires qui ont été cités par mon collègue précédemment, et de me charger de l'exécution de la présente délibération en signant tous les actes bien sûr et documents nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Le point numéro 12, c'est encore à M. Vincigra de nous exposer donc l'acquisition des voies et réseaux du lotissement Le Panadès. Merci, monsieur le maire. Le lotissement Le Panadès a été autorisé par le permis d'aménager PA 06 60 50 12 E 0001 délivré le 18 juin 2012. Les travaux du lotissement ont été intégralement réalisés. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est intervenue le 27 mai 2013 et l'attestation de non-contestation à la DAC a été délivrée le 13 juin 2013. Par courrier en date du 17 mai 2024, Madame Marie-Josée Pecker demande à la commune d'acquérir les voies et réseaux privés du lotissement Le Panadès. En vue d'une incorporation dans le domaine public communal, elle propose une cession à l'euro symbolique. Les parcelles faisant l'objet du travers sont AH 117, 1120 m²,
AH 118, 88 mètres carrés. AH 119, 275 mètres carrés. AH 120, 1525 mètres carrés. AH 125, 63 mètres carrés. AH 127, 38 mètres carrés, pour un total de 3109 mètres carrés. Longueur de voie correspondant. Le linéaire de voie représente 90 mètres linéaires, soit 3109 mètres carrés. Je vous rends la parole, monsieur le maire. Merci monsieur Vensigara. Donc je propose au conseil municipal d'approuver l'acquisition des voies et réseaux du lotissement Le Panades, que on appelle John Chikai, ce saxophoniste, pour une superficie de 3109 mètres carrés, pour le prix, pour l'euro symbolique, et de décider de classer les voies et réseaux dans le domaine public communal. Et de dire que la vente sera passée par acte authentique devant les notaires qui ont été cités par mon collègue et de m'autoriser à signer le dit acte et documents nécessaires aux conditions ci-dessus énoncées. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 13... Oh, vas-y, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Le point numéro 13, en fait, c'est la taxe locale sur la publicité extérieure, ce qu'on appelle la TLPE, tarif applicable à partir du 1er janvier 2026. Je rappelle également que la TLPE s'applique sans exception à tous les supports publicitaires, fixes, exploités et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, située sur l'ensemble du territoire de la commune. Après, je le fais après. On distingue 3 catégories de supports. Les dispositifs publicitaires, les préenseignes et les enseignes. Je rappelle aussi que, par délibération du 15 juin 2010, la TLPE a été instaurée sur le territoire communal, et qui était une très belle chose, une très bonne chose. Les tarifs de droit commun de cette taxe sont les tarifs maximaux figurant aux articles L454-60, L454-62 des codes des impositions sur les biens et services. Et ces tarifs, bien sûr, varient selon la nature du support et de la taille de la collectivité. C'est pour ça qu'on vous a remis le tableau en projection, parce que lorsqu'on vous a envoyé le tableau, il y avait une petite coquille, il manquait la virgule sur les 150 au départ. Bon, après, c'était facilement compréhensible qu'il manquait la virgule. Donc, on part évidemment de 1,50 m jusqu'après des surfaces supérieures à 50 mètres carrés. Donc, vous avez en rouge ce qui a été modifié, c'est simplement la virgule, parce que sinon, on partait à 150 mètres carrés. Donc, voilà. Par ailleurs, ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix de la consommation hors tabac. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2026 s'élèvera ainsi à plus 1,8%, source INSEE. Les tarifs maximums de référence pour la détermination des différents tarifs fixés aux articles L454-60, L454-62 du CIBS s'élèvera en 2026 à 18,90 € le mètre carré. En conséquence, ils proposeront au conseil municipal d'augmenter les tarifs maximaux selon ce taux d'indice des prix à la consommation à compter, bien sûr, du 1er janvier 2026. Il est proposé de fixer comme tarif de référence le tarif, je le répète, de 18,90 €. Et je propose au conseil municipal de conserver l'exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale cumulée est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. De conserver l'exonération des préenseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré. Et de fixer les tarifs suivants. Vous avez le tableau qui est là et vous l'avez eu en annexe de vos documents. Et de me conférer tout pouvoir pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de cette taxe. Et de me charger de notifier cette décision aux services préfectoraux. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Le point 14, qui est la modification du tableau des effectifs, donc du personnel communal. C'est un point qui est à chaque fois récurrent dès qu'une personne en fait monte d'un grade ou autre.
Donc on va pas retracer tout le tableau que vous avez tous eu. Donc il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la suppression des postes ne correspondant pas aux besoins de la collectivité et d'ajuster bien sûr par rapport au réel. Et de préciser que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs sont abrogées à compter à l'entrée en vigueur de la présente délibération. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget principal de la commune. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 15, qui est la cession d'un bien communal, avenue de la Glie, parcelle cadastrée AM21, l'OB AM21P. Donc, nous avons reçu donc des questions de Monsieur Barbet et de Madame Joëlle Estella Métois. Et de Madame Sorli aussi. Et Madame Denis, il faut vraiment que je la mette. Alors je commence les questions, Monsieur le maire. Vous souhaitez une nouvelle fois vendre un bien communal. Nous comprenons maintenant votre obstination à vouloir déloger l'ASPO. Vous avez proposé à l'ASPO l'acquisition de ce bien avant de le déloger. Il était question de faire un parking sur ce site, selon vos dires. Qu'en est-il? Une étude concernant les besoins en place de stationnement aux abords du cimetière a-t-elle été menée? Nous rappelons la dangerosité de cette entrée de ville et la difficulté de stationner lors des obsèques ou des cérémonies, véhicules garés sur les trottoirs, manque de stationnement, etc. Une fois le local vendu, il ne sera plus possible de créer du stationnement, qui plus est si l'activité créée génère un besoin en stationnement supplémentaire. Il est nécessaire de garder le foncier communal qui jouxte le cimetière pour une vision à long terme, monsieur le maire. Nous ne sommes pas opposés à l'installation d'une chambre funéraire. D'autres dispositifs financiers et juridiques auraient pu être privilégiés afin de préserver notre patrimoine communal. Alors on a bien compris qu'il y avait une désolidarisation des deux parcelles, Alors on suppose que la deuxième c'est pour faire un parking, mais sera-t-il de taille suffisante alors qu'on a l'emprise foncière totale? On pense qu'il aurait été judicieux de garder ce terrain au niveau de la commune et de ne pas le vendre. Merci monsieur le maire. De rien monsieur Barbet. On va laisser la question à Madame Denis aussi. Juste je me permets avant que Madame Denis vous interveniez. On vient de m'informer que des personnes filment. Du public. Je regarde la personne, j'espère qu'elle... voilà, par là. Donc, pardon? Oui. Je vous rappelle que c'est interdit, hein, que c'est... D'accord, bah je préfère, voilà. Voilà, non, en sachant que l'intégralité du conseil municipal est filmé, enregistré et diffusé, donc voilà. Mais je rappelle que le public n'a pas le droit de filmer et d'enregistrer. D'accord? Voilà. Excusez-moi, Madame Denis, allez-y. Donc ça va être un peu le même... il est indiqué que la parcelle AM21 est divisée en deux lots, avec une cession du lot B à l'entreprise, une entreprise de pompes funèbres. Donc que devient le lot A? Est-il conservé par la commune? Pour quel usage? Et quelle sera la cohabitation ou la séparation entre les deux zones, entre les pompes funèbres et ce que je suppose le parking? Madame Sorli? Eh bien, un petit peu dans le même esprit pour le coup, parce que bon, je suis particulièrement étonnée de la teneur de cette proposition de cession, car elle va à l'encontre de tout ce que vous aviez dit précédemment. Ce local avait fait l'objet d'un bail auprès de l'ASPO que vous n'avez pas souhaité renouveler, prétextant la volonté de détruire le local afin de laisser la place pour un parking, pour des raisons de sécurité. Mais il n'avait jamais été question de le vendre. Alors, pouvez-vous nous donner la raison d'un tel changement de situation si soudain? Alors, je vais répondre aux trois en même temps, hein, puisque sensiblement, vous êtes tous dans la même mouvance. Alors, on vous a mis le plan, hein, avec le lot B et le lot A. Donc, le lot A reste à la collectivité. Le lot B sera intégralement vendu à la société Salamone. Merci.
Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Monsieur Salamone a fait une proposition de rachat. Au départ, je lui dis que ça ne nous intéressait pas et qu'on souhaitait faire un parking. Il dit, j'ai énormément de demandes de la part des Clairalinques, et je le confirme puisque moi, pareil aussi, on a énormément de demandes de la part des Clairalinques, d'avoir une chambre funéraire. J'ai dit, moi franchement, je ne pense pas que vous puissiez faire quoi que ce soit là-dessus pour des raisons d'inondation. La collectivité s'est renseignée auprès de la DTM, et je vais vous lire un petit peu ce qu'on a reçu comme réponse. Et après, je souhaiterais qu'on mette... Benjamin, la deuxième diapositive, voilà. Comme ça, vous verrez que le parking est toujours présent. Il sera toujours aussi grand, de 75 000 €, en dessous de l'estimation du domaine. Il a été proposé par la société Salamone la somme de 100 000 € avec la création d'une offre de service pour les Clairalinques. Sur le lot numéro B, il va faire son propre parking pour que les gens puissent s'installer. Un plan d'aménagement est en cours de réalisation, mais vous avez été destinataire d'un plan de délimitation et vous pouvez constater que la commune reste volontairement propriétaire du lot A, comme c'est indiqué dans les documents que vous avez reçus. Le parking que nous créons permettra de sécuriser les allées et venues des usagers qui souhaitent se rendre au cimetière. Et il évitera bien sûr une traversée de la route. Nous avons une vision à long terme, en créant une offre de service attenante au cimetière, avec la création de la chambre funéraire, dans un souci d'accompagnement des familles. Il s'agit là d'un intérêt collectif, s'accompagnant d'une cohérence et d'une logique urbanistique avec la proximité du cimetière. Il y a une réelle demande de la part de la population. De plus, le porteur de projet s'engage à la mise en conformité du bâtiment existant au regard des risques d'inondation. En effet, il s'engage à désimperméabiliser le terrain goudronné et à réaliser des puits secs. À souligner que la création de la chambre funéraire de par sa destination d'activité n'entraînera pas de lourds travaux supplémentaires, notamment en ce qui concerne l'espace refuge. Je vous rappelle qu'en zone inondable, lorsqu'on met une salle à disposition pour un nombre important, on est obligé de faire une zone refuge pour la sécurisation des personnes, surtout lorsqu'elles sont en situation d'handicap. Donc, non nécessaire de l'espèce. La DDTM préconisa, en cas d'événement naturel, une évacuation aisément applicable ici. En effet, la fréquentation d'une chambre funéraire est d'ordre passager à l'affluence limitée. Cette opportunité ne pouvait pas être manquée par la municipalité. Et juste pour répondre à M. Barbet, parce que je sais que c'est votre credo, ainsi que d'autres, vous parlez toujours en fait des biens qu'on vend. Jamais, mais alors jamais, j'ai eu la remarque encore ce week-end, mais comment se fait-il, puis lorsque vous avez fait votre réunion publique, jamais vous parlez en fait des biens que nous achetons. Jamais, 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 jamais. Mais c'est pas le sujet, vous avez ouvert un sujet, je le referme, d'accord? Par rapport à ça, et on vous fera une liste un petit peu des terrains cédés et des terrains acquis, vous allez voir la différence, hein. Simplement sur une opération, c'est 14 hectares qui ont été achetés, qui ont été rétribués à la mairie de Clara. Je vous parle uniquement qu'au niveau des terrains libres, sans compter les derniers que nous avons acquis. Voilà, donc, je parle, donc je reviens par... Attendez, j'ai pas fini, monsieur Barbet, d'accord? D'accord? Donc, je dis toujours, et je le redis à chaque fois, monsieur Barbet, quand vous prenez la parole, en aucun cas je vous coupe la parole. Donc, soyez respectueux comme moi je le suis. Donc je disais simplement que là, on a une réelle opportunité, parce que c'est vrai qu'au départ, on devait raser cette maison. Je vous rappelle que dans une zone inondable, le plancher doit être à 1,20 m, qu'on doit avoir une zone de refuge, et pour ce type d'exercice qu'aujourd'hui que nous allons accueillir, on n'a pas l'obligation. En fait, l'acheteur n'aura pas l'obligation. Ça veut dire que soit, effectivement, on accepte la proposition de l'entreprise Salamone, qui apportera quand même, je veux dire,
comment dire, un service complémentaire et surtout supplémentaire par rapport au Clairalinck, ou alors on rase. Bah écoutez, moi c'est simple, je vous le dis tout de suite, et je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le dis à Madame Bétois, j'ai toujours, et toute l'équipe ici autour de la table, en tout cas du groupe majoritaire, est toujours sensible par rapport aux données publiques, et on gère l'argent, et l'argent des Clairalinck en bon père de famille. Et là, quand on regarde l'opération, si on avait dû raser cette opération et cette maison, c'était uniquement qu'un coût supplémentaire sur la collectivité. Aujourd'hui, on peut vendre le bien pour 100 000 €. Monsieur, l'entreprise Salamon et Monsieur Salamon s'engagent bien sûr à faire des travaux et nous remettre des plans qui seront validés. Il nous a déjà fait des esquisses et l'entrée du village sera très très belle parce qu'il va végétaliser l'ensemble. Donc toute la partie qui est là, et ça évitera un petit peu de faire un peu cette verrue, j'appelle ça une verrue, ce bâtiment, à l'entrée du village. Et quoi de mieux que de placer une chambre funéraire juste à côté d'un cimetière. Voilà. Excusez-moi, je voudrais quand même répondre par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, par rapport à ma réunion publique que j'ai tenue dans le village. Effectivement, monsieur le maire, depuis le début du mandat, vous avez vendu, maintenant, ça fera près de 2 millions d'euros de patrimoine. Donc ça, ce sont des faits, en fait. C'est votre choix politique, vous l'assumez, tant mieux, mais il faut que les Clairalinck soient informés. Et votre rôle au niveau de l'achat des parcelles, etc., c'est normal, en fait, en tant que maire, de faire avancer la commune au niveau des achats. D'autant plus que les rétributions que vous parlez, elles n'ont pas coûté d'argent à la commune. Bon, et je tiens à rebondir aussi sur la présence de Madame votre épouse, qui est sur la zone là-bas derrière. Normalement, il y a des places qui sont pour les spectateurs. Non, mais et là, elle fait partie de l'organisation. Donc moi, je demande juste qu'elle se mette. Je demande juste qu'elle se mette à l'emplacement qui lui est attribué. Elle ne fait pas partie. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Madame Petit. Voilà. Vous pourrez me sourire encore jusqu'à la fin du conseil municipal, vous inquiétez pas. Merci, monsieur le maire. Monsieur Barbet, vous êtes à l'image de vous dégager, donc vous avez beaucoup de bassesse. Mon épouse, par discrétion, assiste à tous les conseils municipaux, à tous. Ce qui n'est pas forcément le cas des élus qui ont été élus par la population. Pour une raison de discrétion, elle est toujours sur le côté. La prochaine fois, je vais lui proposer qu'elle se mette en face de vous, tout simplement parce que à la technique, parce que je crois qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. À la technique, elle a besoin d'avoir un œil. Non, mais je vais quand même finir là-dessus. Aurore, je supporte pas qu'on attaque mon épouse. D'accord? Et si elle, mais je sais bien qu'il le sait. De toute façon, la lâcheté, je veux dire, n'a pas de prix non plus chez lui. Donc, simplement, attendez, je vais finir, monsieur Barbet. Là, ici, voyez, monsieur Barbet, mon épouse est là simplement pour donner des indications à la personne qui se trouve là. Maintenant, si vous voulez prendre sa place et au moins être utile pour votre village, vous pouvez prendre sa place. C'est un rôle, monsieur le maire. Elle n'est ni élue, ni employée de la commune, donc elle doit être là en tant que spectatrice. C'est l'habitante de Clairalinck. Et là, comme tous les autres, pas dans le fonctionnement du conseil municipal, comme il vient de le dire monsieur le maire. Bon, on va clore le sujet et repartir quand même sur un sujet qui est pour moi beaucoup plus important pour les Clairalinck, de savoir où mon épouse est placée dans la salle. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais bon, ceci dit, vous êtes à l'image que vous dégagez régulièrement. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, donc je demanderai à mon épouse, voilà, tu te mettras bien en face de lui. Ouais, ça sera pas le même tableau, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Comme ça, elle sera en face de vous, elle pourra, voilà. Mais c'est marqué. On va revenir sur le point quand même, ce point qui est quand même important, qui est primordial pour les Clairalinck. Aujourd'hui, on se doit de sécuriser bien sûr ce cimetière, et on l'a vu lors du dernier enterrement, on a quasiment toutes les personnes qui se gardent d'ailleurs là où on a défini le futur parking. On apporte un service supplémentaire aux Clairalinck. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette décision, elle est ferme et définitive de ma part et de la part du groupe majoritaire, parce qu'on apporte quelque chose, on apporte vraiment quelque chose de bien pour Clairalinck. Vous avez déjà posé vos questions, Madame Denis, hein? Oui, mais je voudrais quand même apporter des précisions. Oui, mais il a dit que c'était ferme et définitif. Oui, mais je voudrais quand même apporter des précisions. L'ASPO vous a apporté par huissier un courrier vous proposant
aussi le montant, le même montant que les pompes funèbres de Monsieur Salamon. En soi, peu importe qui va se mettre là-bas, je pense que, moi vous savez que j'ai toujours défendu l'ASPO, je pense que l'ASPO était quand même une valeur ajoutée à Cléra. Encore une fois, c'était la seule association de sourds et malentendants du département. C'était primordial, à mon sens, de la conserver. Vous parlez d'un parking, ils vous avaient proposé de l'acheter, à aucun moment vous n'avez négocié avec eux, vous leur avez dit un non catégorique. J'ai assisté à une réunion dans votre bureau avec l'ASPO, où il y avait également Madame Fitter. On vous a proposé ce jour-là de laisser justement une partie parking. Vous avez répondu non, c'était un non définitif aussi pour partager en deux. Là, vous l'accordez. Et la dernière chose que je voudrais préciser également, c'est que quand on met une chambre funéraire située, comme vous l'avez dit, dans une zone à risque, il y a, j'ai en référence un article juridique du Code de l'environnement, où effectivement on ne peut pas mettre une chambre funéraire dans la mesure où il y a des produits qui sont à risque et qui peuvent se déverser. De plus, il n'y a pas de, au niveau de l'assainissement, il n'y a pas de, l'assainissement n'est pas dans la zone que va acheter, que vous vendez, il est dans la zone d'à côté. Donc comment ils vont faire et il y a également un trouble du voisinage qui est apporté par cette chambre funéraire. Quand vous dites les gens veulent une entreprise comme celle-ci dans Cléra, je rappelle qu'il y en a une quand même qui est juste à la sortie Cléra, entrée Saint-Laurent, c'est pas non plus hyper loin, et même à Bonpass. C'est une verrue, il faut la raser. Non, moi je pense qu'il fallait garder l'ASPO. C'est une belle association, on a la chance de l'avoir. Et voilà, il n'y avait pas lieu. À mon sens, on devait la défendre et non pas ni l'appeler, enfin, ni raser ce qu'ils avaient. Ils sont là depuis 20 ans. Ils mettent une chambre funéraire. Moi, clairement, j'y suis contre. Et quoi que ce soit d'autre de toute façon. Ben, écoutez, c'est votre choix, oui. Mais je vous rappelle quand même que toujours pareil, je ne me suis pas assez peut-être exprimé clairement. Je vous rappelle que pour mettre une association en plus qui a un handicap, et je reconnais avec vous que c'est une très belle association, c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur avait proposé au départ une maison en centre-ville, et j'étais d'accord avec eux, cette maison n'était pas adaptée par rapport à leurs besoins. On leur a proposé en fait le centre culturel, donc à l'époque c'était monsieur, si je me trompe pas, monsieur Maucurier qui était le président. Et ils étaient favorables par rapport à ça. Il fallait simplement, à l'époque, Jean, si jamais j'oublie quelque chose, il fallait occulter et il fallait revoir un peu la rampe d'accès. Bon, et j'avais dit, ok, on fera les travaux. D'accord ? Quelques temps après, on revient en arrière et on dit non. Bon. J'avais rappelé aussi que au niveau de renforcement, au niveau des zones d'inondation, ça va être de pire en pire. Et je vous rappelle quand même que quand il y a un problème d'inondation, et lorsqu'il y a des accidents, en espérant qu'il n'y ait forcément pas de mort, qui est-ce qui est le responsable? C'est le maire. C'est le maire. Donc là, il fallait faire en fait un plancher à 1,20 m. Quand... Voilà. Voilà. Merci madame Métois de rire que les gens seront déjà dehors. Franchement, c'est d'une élégance aussi. Vous faites une belle paire avec votre collègue. Quand c'est comme ça, prenez le micro, que les Cléranac entendent ce que vous dites, madame Métois. C'est honteux ce que vous dites. C'est honteux, madame, ce que vous dites. Franchement, là, franchement, une zone inondable et qu'on peut installer une chambre. Non, mais une chambre funéraire, c'est complètement différent. J'ai dit que le public était complètement différent. Là, vous êtes irrespectueuse, pardon. Donc, je reprends par rapport à ça. Il fallait faire monter le plancher. Et d'ailleurs, c'était la condition aussi que monsieur Salamon. C'est pour ça qu'on a attendu d'avoir le retour de la DTDM. Parce que au départ, je lui dis, mais vous ne pourrez pas, comment dire, construire là, c'est pas possible. Et donc, le retour de la TTM a été flagrant, parce qu'au départ, j'ai dit, vous allez devoir monter 1,20 m, monter la toiture, faire une zone de refuge. Finalité, pas du tout. Pour ce type d'activité-là, il n'y a pas besoin, puisque ce n'est pas une fréquentation comme une salle associative où on s'installe, donc ça sera relié directement, donc il n'y a pas du tout de problème de pollution, et ça me rappelle par rapport à cette pollution, parce que vous avez crié aussi à l'époque où on avait fait la distillerie, la pollution et autres, on a vu d'ailleurs la visite du préfet, des techniciens, et finalité vous avez pu voir qu'il n'y avait aucune pollution au niveau des moulins, et qu'aujourd'hui l'entreprise Nitos se porte bien, et je vous rappelle quand même qu'ils ont eu eux des médailles d'or,
d'argent et de bronze par rapport à l'excellence de leurs produits. Mais d'ailleurs, vous parlez de la distillerie Nitos, sont-ils toujours branchés sur le compteur de la commune? Ou non, ça y est, ils ont un compteur indépendant maintenant, ils payent leur électricité? Je vous rappelle qu'ils payent un loyer. Voilà, d'accord? On va passer donc au vote. Donc je propose au conseil municipal. Voilà. Je vous dis au revoir. Et je vous remercie pour le collège. Les Clairaningues vont particulièrement apprécier. Je vous remercie. Et pour les jeunes aussi qui sont là. Merci. Tu informes que nous ne sommes pas suffisamment... Écoutez, donc j'informe la population pour ceux qui suivent le conseil municipal. Donc le quorum, étant donné que toute l'opposition est partie, donc le quorum n'est pas atteint, donc on ne peut pas voter. Donc on va pouvoir renvoyer, et reprogrammer un conseil municipal. Donc sans doute la semaine prochaine, pourquoi pas. On fera du temps un petit peu. Bon voilà, on va le reprogrammer. Ce qui est dommage parce que derrière, il y avait d'autres projets comme le collège, entre autres. Tant qu'on n'a pas voté pour le collège, on ne pourra pas continuer à commencer à lancer les futurs travaux. Donc on remercie, et ça me rappelle d'ailleurs à l'époque où en 2019, certaines personnes avaient quitté le conseil municipal et d'ailleurs ça avait eu comme effet de bloquer le budget de Madame Mallet. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avions été contrôlés par la Chambre régionale des comptes. Voilà, en tout cas je trouve ça dommage. Les jeunes, vous m'excuserez, hein, mais moi je n'y peux rien par rapport à ça. Voilà. La séance est clôturée. La séance est clôturée donc à 20h26. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt.